Bonjour à tous. Bonjour Aline. Bonjour. Merci de vous connecter pour ce webinaire. Je vois qu'il y a déjà du monde de connecté. Alors pour ceux qui ont l'habitude ou pas, il y a le petit chat en bas à droite où vous pouvez tous nous poser vos questions durant tout au long du webinaire. Le but, c'est que ce soit un webinaire un maximum interactif avec vous, et aussi souvent les conciergeries échangent entre elles. Donc c'est un moment d'échange aussi entre vous, donc n'hésitez pas. Je vais mettre le premier message pour que tout le monde ne soit pas intimidé et voit où se trouve le chat. Et n'hésitez pas à répondre. On va attendre 1 ou 2 minutes histoire que tout le monde soit connecté. Ah ben voilà, bonjour Isabelle. On s'est vu et appelé avec Aline. On se croise souvent à des salons. Peut-être que vous y participez, d'ailleurs, le Scale France, le CLF, etc. Comme vous le savez peut-être, nos deux entités sont intégrées. Et donc, aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est quels sont les meilleurs conseils qu'on a à vous donner pour optimiser la gestion de votre conciergerie et maximiser la qualité de vos biens. Et pour une fois, on est toutes les deux lyonnaises. Hein, n'est-ce pas, Aline? C'est vrai. C'est rare, ça, en plus. Et n'hésitez pas à dire sur le chat aussi d'où vous nous écoutez. C'est toujours bien. Et si possible, combien de biens vous avez sous gestion aussi. Ça nous permet aussi d'orienter ce qu'on va dire pour la suite du webinaire. Et je vois qu'il y a aussi Eddy, Alexandra et Dorian qui nous disent bonjour sur le chat. Bon, je vois que le nombre de participants a un petit peu augmenté. Je propose qu'on commence et puis ça fera venir les retardataires. Ah, il y a Isabelle qui gère 2 appartements. Merci Isabelle pour ce retour. Est-ce que Aline, peut-être tu veux te présenter avant qu'on commence? Allez, je fais ça. Alors, du coup, moi, je suis Aline Massachetti, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis gestionnaire de compte chez Rental Ready, mais je suis aussi chargée de la formation et de l'onboarding de nos partenaires. J'étais assez intéressée de faire ce webinaire parce que avant d'être sur le côté logiciel, j'étais Synergy Manager et j'avais repris la ville de Lyon pour une conciergerie où on avait du coup 25 propriétés. Et 3 ans après, quand je suis partie, on en avait 85. Sachant qu'on était 2 CDI à 25 et qu'à 85, on était 2 CDI plus un stagiaire. Donc, l'idée, c'est un peu de partager mes conseils. C'est très personnel, bien sûr, mais de pouvoir un peu partager mes conseils pour grossir en gardant toujours la main sur la qualité et une bonne relation avec les propriétaires surtout. Trop bien. Merci Aline. Et du coup, moi, c'est Margot, donc directrice marketing de chez Sweekly. Il y a peut-être des utilisateurs Sweekly aussi qui nous écoutent. On est une solution de caution en ligne numéro 1 en France et en Europe. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous ont dit bonjour. Il y a Dorian qui a 40 maisons dans le Calvados, Alexandra qui a une vingtaine de biens et Geneviève qui nous salue. Et du coup, on va y aller pour ce webinaire. Donc, en discutant avec Aline, on a trouvé 4 parties intéressantes pour vous parler. La première, ça va être l'optimisation opérationnelle, donc comment gagner du temps, comment réduire les erreurs humaines, etc. La deuxième partie, ça va être la satisfaction de vos propriétaires et donc de discuter de nos trucs et astuces pour maximiser à la fois le taux d'occupation, les revenus, mais aussi la sécurité des biens, qui est quand même qui sont 2 gros points qui intéressent un maximum les propriétaires dans un environnement qui est concurrentiel. Ensuite, on passera sur la satisfaction des voyageurs, donc comment assurer une expérience de qualité à vos voyageurs. On va parler de contrôle qualité, de suivi des équipements, etc. Et ensuite, la dernière partie, ça sera une partie communication et e-réputation. L'idée, ça va être de vous partager nos conseils pour une communication qui soit fluide tout au long du processus de réservation, pendant le séjour, avant le séjour, pendant le séjour et après le départ. Donc, l'idée, c'est que ça dure une trentaine de minutes. Après, on sait tous que c'est la pause déjeuner, etc., que vous avez faim et que souvent vous vous déconnectez. Mais n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions du coup durant ce webinaire et on espère qu'il sera un maximum interactif.
Ali, tu nous as parlé de ton expérience professionnelle. Est-ce que tu veux peut-être commencer sur la partie optimisation opérationnelle qui peut intéresser les concierges? Oui, bien sûr. Alors, du coup, ça va être un peu plus global moi, je vais plus conseiller les petites conciergeries qui veulent grossir doucement mais sûrement, on va dire. Sur le côté opérationnel, donc nous, on était deux, bien sûr. J'ai toujours dit, il faut que les deux personnes puissent tout faire. Dans le cas où il y en a une qui part en vacances ou autre, moi, j'ai travaillé avec une de mes collègues. Donc c'est toujours bien donc de savoir tout faire. De toute façon, on n'a pas trop le choix quand on gère plusieurs biens au début. Mais c'est vrai qu'après, plus ça va avancer, chacun va avoir ses spécialités. Donc avoir une personne qui est plus côté propriétaire pour se concentrer sur le propriétaire, signature des contrats, mise en ligne des contrats ensuite. Et pendant que l'autre personne va pouvoir donc gérer les voyageurs, les équipes ménage, les équipes d'accueillants et voir la maintenance, mais de pouvoir faire des mix. Parce qu'on sait que une journée en tant que conciergerie n'est jamais la même. Il faut toujours aussi gérer du coup les petites urgences du quotidien qui viennent généralement des appartements et des voyageurs. Donc voilà, donc avoir chacun ses propres tâches, j'ai envie de dire, pour le matin quand on commence et autres, mais pouvoir prendre le relais si l'une a besoin de l'autre. Ça, c'est ce qu'on faisait et du coup, ça fonctionnait assez bien. Et après, quand on avance, moi, j'avais tendance à dire qu'il faudrait quelqu'un qui va, quitte à embaucher, avoir une personne plus d'abord pour tout ce qui est appartement propre, appartement, voyageur, maintenance, qui sera dédié. Après, ça sera un commercial qui sera dédié. Et puis après, vous grossissez du coup petit à petit. Côté ménage, c'est un peu le nerf de la guerre des conciergeries, on le sait. J'avais commencé au début, je m'entendais très bien avec une agence de ménage qui gérait tous les appartements. Mais plus on grossissait, plus je voyais que ça devenait compliqué de garder de la qualité parce qu'ils avaient vraiment le monopole. Donc, je ne conseille pas d'avoir qu'une seule agence de ménage ou d'avoir qu'un seul auto-entrepreneur qui gère tous les biens parce que ça fait un peu manière de levier sur la qualité. On n'a pas trop le choix d'être avec eux. Mais du coup, on peut pas toujours les critiquer ou en tout cas les faire s'améliorer. Donc, pas de monopole pour les agences de ménage. Même si vous n'avez pas beaucoup d'appartements, c'est quand même bien de toujours démarcher en amont pour avoir un plan B s'il arrive quelque chose à l'auto-entrepreneur ou à la société. Et ça permet de switcher les appartements si besoin, si la qualité n'est pas au top, si ça se passe pas bien avec un propriétaire concernant le ménage. C'est toujours bien d'avoir des plans B et d'être proactif. Ensuite, on fait tout manuellement au début, c'est normal, mais le meilleur moment en tout cas, et ça c'est ce que j'avais aussi annoncé sur les événements de par les partenaires avec qui je travaille, à un moment donné, il faudra forcément prendre un logiciel. Et le meilleur moment, j'ai envie de dire, pour le faire, c'est le plus tôt possible, mais de ne pas dépasser les 20 propriétés, parce qu'après, c'est beaucoup trop de travail, parce qu'il y a le temps d'apprendre le logiciel sur lequel on va travailler, de changer les automatismes aussi. Et plus on a de propriétés, plus on est pris par le quotidien, moins on a le temps de se former et de se concentrer sur cette migration, j'ai envie de dire. Donc, aux alentours de 15-20 propriétés, c'est bien de commencer à se renseigner sur ce qui est fait sur le marché et se dire que tout ce que vous faites actuellement manuellement, par exemple, c'est vos plannings, ménage, la maintenance que vous mettez sur un autre Excel ou même des drives que vous faites, un logiciel peut tout regrouper pour vous faire gagner du temps, pour pas avoir à le faire manuellement du coup, et pas se dire faudrait que j'embauche parce qu'en fait j'ai trop de choses à faire manuellement moi-même toute seule, et embaucher quelqu'un qui fera ces tâches manuelles qu'un logiciel dans lequel vous allez investir coûtera toujours un peu moins cher, en tout cas au début, que d'embaucher une personne pour faire tout ça. Donc voilà, ça c'est mes 3 premiers conseils, on va dire. Oui, il y a toujours un équilibre à trouver entre l'investissement de passer par un logiciel vs embaucher quelqu'un. D'ailleurs, c'est intéressant, vous, ceux qui nous écoutent, combien de personnes vous avez dans votre équipe aujourd'hui et comment vous gérez le ménage aussi? N'hésitez pas à nous le partager sur le chat. En tout cas, beau challenge, Aline, d'être passée de 2 à 2,5, je crois, pour gérer toutes ces propriétés. Ouais, c'était. Moi, j'avais pas d'objectif trop. Je préférais grandir doucement, mais sûrement, que rentrer un peu n'importe quoi. Et j'en parlerai après, d'ailleurs, ce que j'avais mis en place pour bien choisir les appartements. Après, c'est surtout l'image de marque qu'on veut vendre et ce qu'on veut faire. Moi, je voulais avoir mes week-ends et donc mettre plein de choses en place pour gérer un grand nombre d'appartements, mais
assez facilement aussi grâce à certains automatismes, quoi. Ouais, ça se comprend. Tu parlais aussi, on parle d'automatisation, de choses qu'on fait manuellement. Je vais enchaîner sur la caution et j'ai une question aussi à ceux qui nous écoutent, c'est quel système vous utilisez aujourd'hui? C'est vrai qu'on parle de digitalisation, automatisation des tâches, etc. Je croise encore quand on fait régulièrement des salons, des concierges qui gèrent cette partie-là qui est quand même assez redondante. Une réservation souvent égale une caution, avec des chèques, des virements qui demandent du cash, sachant que on le sait, une complexité administrative qui vous impose un suivi manuel, une gestion chronophage, et qu'on se le dise, gérer les cautions, c'est pas du tout épanouissant. Il y a un côté aussi très sécurité. J'ai entendu des histoires de du cash qui peut être perdu par une personne de l'équipe, etc., en disant mince, j'ai perdu leurs 300 € de caution, etc., comment je fais? Donc ça, c'est aussi risqué de demander aux clients, notamment si vous avez de la clientèle étrangère. J'entends aussi des histoires de voyageurs qui n'ont pas forcément l'euro, qui vont retirer du cash, etc. Enfin, ils sont pas forcément à l'aise de se retrouver avec une petite tasse de billets lors de leur voyage. Et surtout, niveau expérience client, c'est assez médiocre. Aujourd'hui, on parle d'automatisation, digitalisation. La personne réserve tout en ligne et la chose qu'on lui demande pour bloquer son argent, entre guillemets, elle est encore de manière traditionnelle. Je vois qu'il y a Dorian qui nous a répondu sur la question précédente. Donc, continuer d'utiliser ces modes de caution traditionnels, c'est se priver d'un temps qu'on peut gagner qui est considérable, etc. Donc, je vous invite à digitaliser cette partie, si ce n'est pas déjà fait, de votre conciergerie pour justement gagner du temps et gagner aussi en expérience client, dont on va vous parler juste après avec Aline, qui est ultra, ultra importante. Parce qu'une fois que la personne quitte son logement, la chose sur laquelle il est en boucle, c'est est-ce que je vais récupérer ma caution? Et c'est très souvent ça. Et donc, maximiser l'expérience voyageur, c'est hyper important. On parlait aussi d'expérience client et on voit qu'il y a toujours cette question entre sur l'accueil aujourd'hui que vous donnez à vos voyageurs. Et il y a une dualité entre l'accueil physique et l'accueil digital, donc l'arrivée autonome. J'ai une question aussi. Qui fait de l'accueil physique? Qui fait de l'arrivée autonome? Ou est-ce que vous faites les deux? Ce serait hyper intéressant d'avoir votre retour dessus. Et surtout, il y a Alexandra qui fait les deux. Et Isabelle qui gère avec caution uniquement sucré. Et Dorian, par exemple, qui fait de l'accueil physique. Leïla qui fait de l'accueil physique aussi. Donc, il est très intéressant d'avoir votre retour. On voit que l'accueil physique, du coup, ça permet un contact humain, un accueil chaleureux, personnalisé, que ça offre aussi une expérience sur mesure au client qui va rassurer les voyageurs. Vous avez créé du lien avec eux, répondre aux questions. Je pense que ça se voit aussi sur la note après que vous avez post-séjour. Et d'un autre côté, on a l'arrivée autonome qui va reposer sur des solutions digitalisées encore une fois. Je pense aux serrures connectées, aux boîtes à clés, au check-in en ligne, et qui a quand même un bon nombre d'avantages et de flexibilité. Souvent, le retour que j'ai entre ces deux modes d'accueil, c'est le bien, en fonction du bien. C'est-à-dire que un petit studio, on va peut-être privilégier l'arrivée autonome, etc., alors qu'une belle demeure, on veut être quand même sur place. Je sais pas toi ce que tu pratiquais d'ailleurs, Aline, entre les deux. Alors nous, on avait commencé, on n'avait que des accueils physiques. Et avec le Covid, ça devenait compliqué. Du coup, on a tout migré à 90% pratiquement en accueil autonome. Et c'est vrai que ça simplifiait pas mal la vie. Mais les propriétaires, il a fallu les convaincre. Parce qu'en vrai, ça rassure aussi les propriétaires de savoir que quelqu'un va accueillir les clients dans l'appartement directement. Mais pour le coup, je suis pro check-in autonome. Mais en effet, sur des grosses villas ou sur des beaux biens, ça reste normal, je pense, d'avoir des accueils physiques quand même pour le service proposé, quoi. Dorian, Leïla et Isabelle, Dorian et Leïla, vous qui faites des accueils physiques, est-ce qu'il y a une raison particulière?
est-ce que vous serez prête à changer pour des arrivées autonomes ou c'est quelque chose sur lequel vous mettez un point d'honneur parce que vous avez des propriétés qui sont cohérentes avec ce type d'accueil? En tout cas, enfin, dès qu'on parle à des conciergeries, il y a vraiment des pratiques très diverses. Ouais, Dorian qui a enfin, ces mots sont des grosses et belles propriétés. C'est un service vendu aux propriétaires aussi, hein, de dire check-in physique, c'est un plus. Tout à fait. Et il y a quand même un équilibre à trouver. Je vois de plus en plus de conciergeries qui adaptent aussi en fonction de la clientèle une arrivée, peut-être en fonction de l'âge, de l'heure, tout à fait. Et il y a cet équilibre-là à trouver. Renseignez-vous hein, sur tous les systèmes de boîtes à clés, de serrures connectées qui sont hyper intéressantes. En tout cas, ne soyez pas bloqués dans un accueil physique parce que vous ne mettez pas en place les solutions digitales qui s'offrent à vous aujourd'hui, que vous pouvez connaître lors des salons, encore une fois, qu'on fait. Ou alors, si vous cherchez des noms, n'hésitez pas, on peut vous en envoyer. C'est hyper important. Il y a Isabelle qui dit « Je ne suis pas sur place, mais je contacte les gens le soir de leur arrivée pour m'assurer que tout va bien. » C'est top, ça. Ce qu'on voit, c'est que on a fait toute la partie optimisation opérationnelle. Il faut garantir le bon déroulement quotidien de vos activités. Mais il y a aussi la satisfaction des propriétaires qui, elle, quand même, un des piliers de la pérennité de l'entreprise. Et donc, un propriétaire satisfait, c'est une durabilité, etc. Est-ce que tu peux nous faire un retour, toi, Aline, sur la satisfaction des propriétaires? Sachant que quand on a discuté avec Aline, on s'est dit qu'il y avait 2 points. La première, c'était comment satisfaire un propriétaire d'un point de vue revenu, taux de remplissage. Et le deuxième, c'est comment plutôt le rassurer avec la sécurité de son bien. Ouais. Surtout, j'ai toujours tendance à dire que dans la conciergerie, c'est assez rare, on va dire, mais on a 2 clients. On a le propriétaire avec qui on va prendre une commission, mais aussi on a le voyageur finalement qui dépend, on a besoin de lui pour qu'il réserve, pour qu'il soit satisfait et qu'il mette des bonnes notes. Donc voilà, c'est toujours 2 choses à prendre en compte, donc 2 clients pour moi en tout cas. Côté propriétaire, du coup, il y a un point important pour se démarquer de la concurrence, c'est les plateformes qui vont être proposées. On est tous sur, je pense, les plateformes les plus connues, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut aussi dire que pour augmenter le taux d'occupation et les revenus, on se met sur plusieurs plateformes. Et là, mon conseil, c'est si on choisit de se mettre sur plusieurs plateformes, de choisir un logiciel qui va pas nous donner plus de travail manuel, parce qu'être sur 40 plateformes, c'est bien peut-être pour la visibilité et les différentes conditions de chaque plateforme, mais est-ce que ça va vous donner du travail manuel? Donc on parle de deep ou de wide connection dans tout ce qui est channel manager. Donc c'est soit vous allez choisir un channel manager qui est connecté en direct avec les plateformes, où vous aurez très peu d'actions manuelles à faire directement sur les plateformes pour les mettre en ligne, pour faire des modifications, ou vous allez choisir un channel manager, vous allez pouvoir être sur 40 plateformes, ça va synchroniser les prix et les calendriers, mais par contre, dès qu'il y a une création ou un changement à faire sur la plateforme, il faudra directement aller sur la plateforme. Donc, ça peut vite devenir chronophage aussi. Donc, avoir le gain de temps vs le gain de revenus. Donc, ça, c'est une des décisions à faire aussi. Et du coup, à proposer à votre propriétaire après sur quelle plateforme il pourra être visible. Sachant qu'après, il peut toujours y avoir des plateformes à la carte en fonction du propriétaire et des biens. Le deuxième point, ça va être le pricing. On commence généralement par faire son propre pricing manuel sur les jours, les mois à venir, ou utiliser les tarifications intelligentes proposées par les plateformes. Ça reste un métier quand même de faire du pricing, surtout de suivre les événements, les fluctuations en fonction des biens et autres. Donc, pas hésiter à se tourner vers des logiciels c'est leur travail, de faire de la tarification dynamique. Il y a deux, trois logiciels qui sont dédiés que à ça sur le marché de la conciergerie courte durée. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts en fonction de ce que vous recherchez. Et ça, c'est aussi un plus pour le revenu, pour la satisfaction propriétaire, tout simplement, parce que le propriétaire, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que son appartement soit bien occupé, gagner beaucoup d'argent et que son appartement soit pas dégradé. C'est les 3 points clés. Donc, voilà, ça peut vous aider à gagner du temps plutôt que de le faire manuellement et de rater surtout des événements. Par exemple, les événements qui sont présents tous les ans. On avait vu, nous, je vais donner l'exemple de Lyon, la Fête des Lumières à Lyon, c'est un événement qu'on
price beaucoup plus cher. Mais on faisait encore la tarification manuelle. Quand la fête des Lumières était finie, l'année d'après, du coup, le calendrier était déjà ouvert, sauf qu'on n'avait pas changé les prix. Et du coup, on faisait des réservations pour la fête des Lumières 12 mois à l'avance à des prix très bas, donc des annulations, des pénalités à faire. Quand on utilise ce type d'algorithme, ça n'arrive pas. Donc, on ne manque pas les événements ou autres. Donc, à prendre en compte. Soit vous faites manuellement, tarification dynamique. Pareil, plus vous grossissez, plus c'est des outils, j'ai envie de dire, que vous pouvez mettre en place pour pas avoir à trop vous concentrer dessus et satisfaire en même temps le propriétaire Est-ce que ceux qui nous écoutent, vous avez mis en place des solutions de pricing? Et d'ailleurs, je rajoute, Aline, c'est vrai que on parle souvent de revenus supplémentaires, mais il y a aussi le taux de remplissage, parce que il y a aussi des périodes creuses sur lesquelles il faut adapter son pricing pour justement maximiser le taux de remplissage. Sinon, c'est des opportunités manquées. Et il me semble que vous travaillez aussi avec les logiciels de pricing de votre côté. Oui, les deux majeurs, il me semble. Ouais. On est intégré avec eux en direct. Super. Il y a Alexandra qui utilise Pricelab et oui, Julien qui utilise Beyond sur le chat. Voilà. Et mon dernier point pour la tarification propriétaire, ça lie les deux. Ça lie et l'optimisation de notre côté, dans le gain de temps quotidien sur le travail, la relationnel qu'on a avec les propriétaires et du coup la qualité aussi des biens. Les propriétaires, ils aiment qu'on soit un peu à leur disposition, qu'on les écoute, que quand ils nous appellent, on réponde dès qu'ils ont une petite question, parce qu'ils nous confient quand même leurs biens, donc on a conscience que c'est pas rien non plus. Donc il y a vraiment une relation de confiance qui doit se créer. Mais plus on grossit, moins on a de temps, je pense, pour répondre au téléphone pour des questions un peu moins urgentes, j'ai envie de dire. Et là, il y a des partenaires avec lesquels je travaille pour leur expliquer que ils peuvent pas se rendre à... Enfin, en tout cas, ça va devenir compliqué à terme d'être ultra disponible pour les propriétaires tout le temps quand ils veulent du lundi au dimanche pour des questions pas très urgentes parce que ils ont le quotidien à gérer, les voyageurs, les urgences. Et moi, je leur avais vraiment appris, et ça, c'était un peu de mes fiertés d'avoir mis ça en place quand j'étais arrivée. C'était qu'au début, ils m'appelaient vraiment tout le temps, pour tout et un peu rien, et pour des choses surtout pas urgentes. Donc, dès le début, dès que je signais un contrat, je leur disais, si c'est urgent, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je répondrai n'importe quelle heure, non pas la nuit certes, mais je répondrai toujours. Mais par contre, si c'est pas urgent, s'il vous plaît, faites-moi un mail et j'y répondrai. Et de mettre ça en place, ça m'a vraiment fait gagner du temps parce que j'avais plus à répondre tout le temps aux propriétaires. Je savais que quand ils m'appelaient, c'était parce qu'ils avaient vraiment besoin d'une action de ma part ou de ma collègue. Et du coup, je pouvais vraiment me concentrer sur ce qui était urgent, les priorités et tout sur la journée. Et aussi, du coup, j'avais mis en place une sorte de PDF avec toutes les questions récurrentes sur qu'est-ce qu'il faut avoir, les contacts, qui joindre en cas d'urgence. La comptabilité, comment la faire. J'avais fait un petit PDF très propre juste pour les propriétaires que je leur envoyais aussi et ça répondait à 80% de leurs questions qu'ils n'avaient pas forcément à me poser du coup après en direct. Donc si je peux conseiller de faire un petit guide propriétaire et leur envoyer, ça prend un peu de temps à faire, mais voilà, c'est plus professionnel et ça fait gagner du temps à tout le monde. Voilà, c'est vrai qu'on pense souvent au livret d'accueil voyageurs, etc., mais pas forcément le livret d'accueil propriétaire. Ouais. On a toutes les questions de fin d'année sur la comptabilité, comment je fais, tout ça. Ah ouais. J'imagine que tu devais être extrêmement sollicité. En fait, après, ils comprenaient. Et la relation propriétaire, elle en était que mieux parce qu'ils savaient de toute façon qu'on était très réceptifs à tout. Mais moi, ça me permettait en tout cas de me concentrer sur le quotidien, quoi. Est-ce que ceux qui nous écoutent aussi, vous avez mis en place des actions comme ça pour essayer de trier en tout cas l'importance des demandes, comme l'a fait Aline. N'hésitez pas à partager votre retour. Et quand on discutait avec Aline aussi, on se disait, OK, il y a une partie qui est le fait de charmer le propriétaire, de gérer, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui l'angoisse, c'est est-ce que son bien va être respecté ou est-ce qu'il va être dégradé. Il y a tout un sujet aussi de la relation avec le voisinage qui est hyper importante. Et évidemment, personne a l'envie de s'embêter avec ça.
hyper important aussi la manière dont vous allez, on le voit encore, et là, bon, je vais encore prêcher pour ma paroisse sur la caution, mais la manière dont vous allez impacter psychologiquement le voyageur pour qu'il ne fasse pas de dégradation en fait dans le bien. Et ça commence en amont, et c'est pour ça que par exemple, Sweetly, nous, le dépôt de la caution se fait en amont de l'arrivée du voyageur. Il faut bien qu'il comprenne et qu'il y a un effet psychologique lors de son arrivée, de non-dégradation des biens. Un des conseils aussi que j'ai à vous donner, c'est que souvent, les concierges sont un petit peu timides et n'osent pas suffisamment mettre en avant dans l'annonce le fait qu'il y ait une caution, le fait qu'il y ait par exemple des capteurs de bruit, etc. dans le bien. Mettez-le en avance. Mettez-le dès la réservation, ça va dissuader tous les mauvais comportements. C'est quelqu'un qui arrive pour une fête et qui voit « Merde, j'ai une caution et j'ai un capteur de bruit », je pense qu'il va aller sur une autre annonce, malheureusement, mais heureusement, il ne sera pas allé sur la vôtre. Donc, ne soyez pas timide. Toutes les solutions de sécurité que vous allez pouvoir mettre en place, mettez-les dès la réservation. Et ça va d'autant plus rassurer le propriétaire de se dire « Ok, je passe par une conciergerie », qui est carré sur la caution, qui est carré aussi sur les dispositifs qu'on peut avoir pour le voisinage, etc. C'est-à-dire que je fais une petite digression, mais tous les capteurs de bruit, etc. font aujourd'hui des capteurs de cigarettes. Également, il y a beaucoup aussi de capteurs qui sont utilisés pour la température dans le bien. Je pense aussi à tous les concierges qui sont par exemple aux Antilles ou dans les zones chaudes, qui les utilisent quand, par exemple, les journées où il fait 35 degrés, le voyageur, il part toute la journée en balade et que la clim, elle tourne toute la journée alors qu'il n'y a personne dans le logement. Ça fait des grosses dépenses d'électricité. D'un point de vue environnemental, c'est pas top non plus. Je sais pas d'ailleurs si ceux qui nous écoutent, vous utilisez des solutions comme ça, en tout cas qui sont hyper intéressantes et qui peuvent aussi, au-delà de sécuriser le logement, et ben réduire les factures de chauffage. Là, on a parlé de la clim, mais il y a le chauffage aussi sur tous les biens qui sont à la montagne, etc. Considérablement aider, et vous aussi éviter un minimum de friction, dans les relations que vous avez avec les propriétaires. Et petit tips aussi que je voulais rajouter, c'était que donc la caution, si vous l'utilisez d'une manière digitale, tu as parlé, Aline, des réservations pour la fête des Lumières. Si on met sa caution 12 mois à l'avance, il y a vraiment beaucoup de chances qu'on ait complètement zappé. On a déposé sa caution lorsqu'on arrive 12 mois après sur le logement. Donc, le petit tip qu'on donne souvent chez Sweetly, c'est choisissez un moment qui est en amont de la réservation. On dit en général 14 jours à l'avance pour les réservations qui ont lieu longtemps à l'avance, pour permettre de relancer, mais aussi que ça fasse un effet psychologique, et pas non plus demander la caution en last minute à vos clients. Et également, sachez adapter le montant de la caution en fonction de vos logements. Ne demandez pas une caution de 2 000 € pour un studio. Ça peut être dissuasif, et on parlait de maximiser toutes les réservations que vous avez auprès des propriétaires. Voilà, sachez adapter ce genre d'options aussi sur les informations de la réservation. Je vois que vous êtes un peu timide sur le chat, vous répondez pas forcément à nos questions. N'hésitez pas à interagir à chaque fois, c'est hyper intéressant d'avoir vos retours, vraiment. Même entre vous, je pense, de savoir quel concierge pratique quoi. C'est toujours top. Partie 3, Aline, on a beaucoup parlé de la satisfaction des propriétaires, des concierges. Est-ce qu'on peut parler de satisfaction voyageur? Ouais, bien sûr. Alors, pour la satisfaction voyageur, pardon, un voyageur content, pour le coup, c'est un voyageur qui nous envoie pas de message, je pense, pendant le séjour pour nous poser des questions. Donc, il y a vraiment tout cet intérêt à être ultra proactif. Donc la première chose que je conseille, et ça c'est dès la signature du contrat avec le propriétaire, même avant, parce que ça fait aussi relation propriétaire, ça montre que vous le conseillez même si le contrat n'est pas encore signé. Donc faire une liste d'équipements de prérequis pour tous vos appartements avec les équipements obligatoires et conseillés. Et l'envoyer au propriétaire, même s'il n'a pas signé le contrat, au moins il aura cette liste avec son petit tic à faire pour quand il va louer son appartement à Airbnb, et il est content que vous l'ayez conseillé un peu aussi. Et vous
vous avez tous vos appartements qui ont les mêmes équipements, au moins obligatoires et contrôlés. Je pense que tous les équipements, enfin tous les appartements ont cafetière, bouilloire, toaster au minimum, mais c'est vrai que même le sèche-cheveux par exemple. Donc vraiment être très strict un peu sur la liste des équipements en prérequis pour avoir une qualité un peu homogène sur tout votre parc et l'envoyer au propriétaire directement. Ensuite, en deuxième point, à mettre en place pour un gain de temps aussi, tous les partenaires ne l'ont pas fait, mais j'essaye de leur conseiller, c'est de faire une grille tarifaire avec des prestataires de tout type, que ça soit pour la petite maintenance, les plombiers, chauffagistes, une personne qui pose des clims, tout ça, faire des grilles tarifaires où vous les contactez, vous leur demandez leurs tarifs pour des types de prestations qu'on voit régulièrement dans les appartements. Comme ça, dès que vous devez intervenir, vous avez déjà le prix, donc pas besoin déjà de l'appeler lui pour savoir combien il vous prendra. Vous avez sa grille tarifaire. Si vous devez proposer un devis au propriétaire, pareil, ça fait un appel en moins et vous êtes ultra proactif pour proposer déjà ce service avec le devis. Donc voilà, et vous savez combien ça va vous coûter. Dans les contrats, généralement, en plus, certains mettent un montant minimum où ils peuvent intervenir dans les appartements sans contacter le propriétaire. Pour ces petites urgences, quand il y a un voyageur sur place en tout cas. Donc, ça permet de faire un gain de temps et de gestion de la maintenance aussi. Et enfin, pour vous, et ça sera, je pense, mon dernier conseil pour ce webinaire, les partenaires qui ont les meilleures notes sur les plateformes, parce que je leur demande, même ça fait deux ans du coup que je gère plus d'appartements, mais bon, ça n'a pas trop changé. On peut voir des partenaires qui sont super hauts, c'est encore avec 40 propriétés et c'est énorme. D'avoir toujours ce statut avec autant de propriétés, c'est des contrôles réguliers dans les appartements. Réguliers, ça va être tous les 2-3 mois au minimum avec une personne en interne parce que du coup, ou un auto-entrepreneur de confiance qui va faire le tour des appartements, vérifier que tout fonctionne, faire une petite liste des travaux de maintenance pour après le dire au propriétaire. Une chose toute bête que j'avais mise en place, c'est que les vendredis après-midi, ma collègue et moi, on bloquait notre après-midi. C'est là où il y a le plus de check-in généralement. Et en fait, on faisait le tour des appartements avant les arrivées voyageurs. Donc, si on avait 15-20 check-in, on en faisait au moins 10 d'appartements pour vérifier le ménage, que la Wi-Fi fonctionne, que les basiques étaient présents. Quitte à faire repasser, par exemple, la société ménage ou d'appeler directement quelqu'un avant l'arrivée du voyageur. Et ça nous permettait de faire le contrôle. Donc, le voyageur, on limitait nos risques d'insatisfaction dans le week-end, où il augmente un peu parce qu'on avait beaucoup plus d'accueil les vendredis. Et en plus, ça nous permet de garder un visu sur l'appartement. Donc voilà, bloquer des après-midi. Et nous, on était contents parce qu'on sortait du bureau, on allait se balader en ville aussi pour visiter les appartements. Donc ça faisait d'une pierre deux coups. Et en fait, après, quand vous faites ces contrôles réguliers, ce qui va être important, c'est le suivi. Donc la maintenance, s'il y avait vous avez noté des choses à faire ou à améliorer, faire un récap au propriétaire, soit il le fait lui, il l'améliore, il achète l'équipement manquant ou qui dysfonctionne, soit vous lui proposez directement le devis à la fin parce que vous aurez votre grille tarifaire du coup en lui disant ça vous coûtera tant si on s'en charge jusqu'à ce que ça soit fait. Lui disant bien sûr toujours que c'est pour le bien des voyageurs, pour le bien de son appartement aussi, sa maison qui doit rester en bon état parce que l'usure en courte durée est plus rapide qu'en long terme bien sûr. Donc voilà, le propriétaire est content parce que vous allez encore dans son appartement, vous gardez vraiment la main dessus. Le voyageur, il arrive, il a absolument rien à remonter. Donc c'est un win-win vraiment pour tous les parties. Donc ça, voilà, il n'y a rien de mieux que d'aller sur place, même si ça prend du temps, de l'argent aussi. Mais il faut des personnes vraiment dédiées, je pense, à ça, pour garder un vrai contrôle sur la qualité. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui justement font tout cet effort que faisait Aline d'aller sur place, etc., le vendredi, qui se bloquent, ou alors vous avez délégué ça ou totalement occulté cette partie. Isabelle, on lit votre question. Cas d'un client qui branche sa voiture électrique avec une rallonge dans l'appartement, prise grillée et accès refusé pendant la location au propriétaire pour réparer. Pas de borne de recharge dans la copro, comment se prémunir? Donc vous, votre sujet, c'est je le saisis pas très bien, accès refusé pendant la location au propriétaire pour réparer.
comment se prémunir d'une incivilité, c'est peut-être ça que vous voulez dire, Isabelle? Aline, tu veux répondre ou peut-être je prends la main sur la question. Si c'est quelque chose, alors soit c'est quelque chose que vous n'avez pas du tout identifié, comme le dit Aline, vous avez fait un tour, etc., qui est hyper important. Faire des livrets d'accueil du voyageur, ou bien envoyer les informations en amont en disant attention. Alors c'est vrai que ça, quelqu'un qui branche une voiture électrique et une rallonge dans un appartement qui n'est pas une maison, c'est un cas que vous avez probablement pas anticipé. En tout cas, pour pas que ça arrive encore une fois. L'idée, c'est par exemple de mettre un livret d'accueil voyageur ou d'informer avant le voyageur qui arrive avec ce genre de choses. C'est vrai que s'il n'a pas été forcément averti, il y a toujours en fait, la caution, il y a toujours un bénéfice-risque. C'est-à-dire que, évidemment, on ne prend pas une caution pour un verre qui a été cassé et que le verre vaut 2 euros. Enfin, je veux dire, faut passer outre. Soit il a vraiment été mal intentionné, etc., ou soit il n'avait pas l'info. Voilà, si vous trouvez qu'il a abusé, il est tout à fait possible, si vous utilisez Sweetly, de déclencher un encaissement après pour une dégradation, parce qu'il y a eu des dépenses a posteriori qui ont été engagées dans le cadre de cette dégradation. Alexandra, si dans l'annonce il n'est pas stipulé qu'un branchement, il me semble logique que la personne paye pour la réparation. Oui, tout à fait. Surtout si c'est elle qui a cassé, même si c'est pas spécifié, à partir du moment où ça a été dégradé par le locataire, c'est au locataire de payer de toute façon. Ouais. Après, le montant, il risque de pas tout couvrir, mais oui, en effet, c'est le bénéfice-risque. On ne peut pas prendre 4 000 € à chaque caution non plus. C'est ça. C'est vrai que j'avais jamais eu ce retour-là d'un client. Alors on envoie des panels de raisons d'encaissement, mais celui-là, ouais, je l'avais pas encore anticipé. Mais effectivement, s'il y a une dégradation, si voilà, elle est intentionnelle entre guillemets et que ça a engagé des frais, vous pouvez tout à fait choisir l'encaissement, sachant que je rappelle avec Sweetly, vous avez la possibilité d'encaisser tout ou partie de la caution que vous demandez. C'est-à-dire que si vous avez demandé une caution à 1 000 € et que vous avez besoin, entre guillemets, que de 500, c'est vous qui choisissez le montant, contrairement au chèque, ou si vous avez un chèque de 1 000 € et que vous décidez d'encaisser, il faut encaisser tout le chèque. Voilà. Après, ça dépend de la responsabilité. Est-ce qu'elle est partagée avec vous parce que vous ne lui avez pas donné l'information ou pas. D'ailleurs, je rajoute sur la satisfaction voyageur, on a beaucoup de commentaires qui vont dans le sens que la caution Sweetly n'a pas d'impact sur le plafond bancaire du voyageur, ce qui a un vrai avantage quand il est en vacances et qu'il doit louer en plus une voiture, des vélos, etc. D'ailleurs, on est en train de parler de communication, justement sur toutes ces idées de communiquer, d'avoir une communication fluide, etc., qui se fait tout au long de la réservation, du séjour et après le départ. Mettez toutes les informations, essayez d'identifier toutes les choses que vous voulez donner avant l'arrivée du voyageur. Ça évite aussi des déconvenus comme peut le vivre Isabelle. Je pense à l'arrivée du voyageur aussi, où il y a des entreprises aussi comme Yago, par exemple, qui mettent à disposition des guides voyageurs. Je vois les questions, Alexandra, sur les cartes ne pas acceptées. Donc, la plupart des cartes sont acceptées. Et souvent, les cartes pas acceptées, ce sont les cartes étrangères. Donc, je ne sais pas forcément de quelle carte vous parlez, Alexandra. Vous pouvez aussi... oui, l'idée, c'est qu'il y ait des évolutions. Mais en tout cas, la majorité des cartes qui sont utilisées sur le marché sont acceptées par Sweetly. Aline, tu parlais aussi de e-réputation. C'est vrai que souvent, on est tellement concentré dans l'opérationnel de sa conciergerie, etc., qu'on oublie qu'une fois que le client est parti, il y en a d'autres qui vont réserver et on voit qu'il y a des études qui montrent que la plupart des voyageurs, je crois que c'est de l'ordre de 70 à 80%, regardent les avis avant de faire une réservation. Et ça, c'est hyper important. Si vous décidez alors je ne sais pas s'il y en a qui automatisent
les communications qui font du marketing automation, une fois que le client est parti et que ça déclenche un email pour l'inciter à déposer un avis sur une plateforme, sur un site, les Google Avis, etc. C'est un vrai impact, vous, sur le taux de réservation que vous allez avoir pour la suite. Dorian, je lis votre commentaire. Ouais, j'étais en train de répondre en disant que oui, il me semble que vous pouvez demander une caution supplémentaire sur Airbnb. Il faut bien spécifier dans l'annonce. Airbnb ne l'interdit pas de mémoire de le faire, mais par contre, les voyageurs, ils ont vraiment du mal pour le coup, quand ils passent par Airbnb, à rajouter en plus une caution dessus. Donc, ça vaut le coup d'essayer, mais ça risque de rajouter un peu de travail manuel pour le coup, parce que vous allez probablement avoir des questions à chaque réservation sur pourquoi je dois payer une caution en plus alors qu'il y a déjà Airbnb cover. Si vous utilisez un PMS, oui, vous pouvez automatiser la caution Sweekly sur les réservations Airbnb. Aussi, aussi, si vous voyez qu'il y a des réticences, etc., n'hésitez pas à, encore une fois, leur expliquer dès l'annonce qu'est-ce que Sweekly. C'est vrai que s'ils reçoivent un mail et qu'ils ne connaissent pas encore Sweekly, ils se disent mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc expliquez-leur qu'ils vont recevoir un lien Sweekly, qu'ils vont faire un dépôt de caution qui dure 1 minute. Et n'hésitez pas aussi, on a beaucoup d'avis sur Trustpilot ou sur Google Avis. On a une note de 4,5 sur 5 à partager cette note-là avec le bon nombre d'avis qui est rassurant. Je vois qu'il est 11h42, le temps file déjà. Est-ce que vous avez des questions peut-être pour Aline ou pour moi? N'hésitez pas à nous les poser. Sinon, on va bientôt terminer ce webinaire. Aline, est-ce que tu veux mettre aussi ton email dans le chat s'il y a des personnes qui veulent te contacter? Totalement. Je mets l'adresse, nous, de notre côté. Dernier appel, s'il y a des questions, n'hésitez pas. En tout cas, on espère avec Aline que ce webinaire vous a apporté des astuces et des conseils pour mieux gérer votre conciergerie, augmenter la qualité de vos biens. C'est un format qui peut se refaire aussi. N'hésitez pas si vous avez des suggestions pour un prochain webinaire qu'on pourrait faire avec vous. C'est toujours intéressant d'avoir vos avis. Si vous avez des questions sur Rental Ready, n'hésitez pas à écrire à Aline. Si vous avez des questions aussi sur Sweekly, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On est toujours là pour vous répondre. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Tu avais quelque chose à rajouter, Aline, de ton côté, ou c'est tout bon? Non, mais merci à tous, en effet, pour les petites questions et pour avoir répondu dans le chat. C'était très cool. Pour le coup, c'était mon premier webinaire, donc c'est sympa. C'était au top, Aline. Merci à ceux qui se sont connectés. Merci à ceux qui regardent le replay. Vous êtes arrivés jusqu'au bout du webinaire et ça, c'est vraiment, c'est vraiment top. Merci Alexandra, merci Dorian, merci Isabelle, merci Julien. Merci à ceux qui nous ont laissé des commentaires sur le chat. On sera heureux de vous retrouver lors d'un prochain des webinaires. Et puis, on vous souhaite à tous une excellente journée. Bonne journée à tous.